Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être sous le format d'une interview avec Élodie Bastien que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube, donc dans plusieurs conférences, notamment une sur les 4 accords Toltec. Donc Élodie, je suis ravie de refaire cette interview avec toi. Bah écoute, moi aussi c'est un grand plaisir d'être avec toi sur ta chaîne et puis bonjour à tous. C'est toi qu'on va mettre à l'honneur aujourd'hui puisque je vais te poser des questions sur ton parcours, sur aussi ta posture de coach, mais sur plein d'autres choses que tu fais dans la vie et tu vas nous en parler. Est-ce que tu pouvais juste te présenter en quelques lignes qui tu es, enfin, qui est Élodie Bastien en fait? Ah bah alors déjà tout simplement, j'aurais trois caractéristiques qui je pense me marquent le plus. Ok. Je suis déjà créative parce que depuis toujours, j'ai toujours un peu créé avec mes mains. Des bijoux, du collage, de la peinture. J'ai fait aussi de la sculpture dans mon travail de prothèse-orthèse, esthétique où je fais des mains, des pieds, des doigts pour les personnes amputées et handicapées. J'écris de la poésie. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? La photo. Bref, j'aime tout ce qui est créatif, donc je suis une grosse créative. Altruiste parce qu'effectivement j'ai toujours été tournée vers les autres et j'ai toujours aimé tout ce qui est en fait en rapport avec la compréhension de l'être humain, le développement personnel. Je suis très empathique, très hypersensible sur les liens avec les autres. Et une dernière caractéristique, c'est qu'est-ce que je pourrais dire, que je suis pleine d'énergie. Oui, Euh, c'est vrai. voilà, ce qui me caractérise vraiment, c'est ça. Voilà, c'est mon dynamisme, mon côté rayonnant, mon côté punchy, comme on dit. Ok, j'aime beaucoup ta présentation finalement sous forme de trois caractéristiques et ça empiète un petit peu sur ma deuxième question, mais c'est pas grave du tout. Est-ce qu'il y a un truc qui te représente, une expression, une image, un voyage, une musique, quelque chose, tu vois, d'un peu moins formel, mais qui te représente et qui soit un petit peu personnel, intime, subjectif? Alors, là, ce qui me vient, c'est du coup, mon entreprise, je l'ai appelée Libère ton soleil intérieur. Donc, le soleil, c'est vraiment un élément symbole qui est assez fort chez moi. Donc, je vous ai dit, je suis pleine d'énergie. Donc, il y a ce côté assez rayonnant, ce côté aussi chaleureux, ce côté dynamisme et réconfortant et aussi pleine de feu. Après, j'ai une musique que je trouve qui est assez, qui n'a rien à voir, mais j'adore la salsa. Je sais laquelle c'est. J'adore la salsa et La Vida es un Carnaval de Celia Cruz, qui est pour moi toute l'énergie et de se dire qu'en fait, on peut avoir une vie compliquée, on peut avoir des moments où on se sent seul, on peut avoir des moments où ça va pas, mais finalement, on est toujours dans cette idée que il y a toujours quelque chose qui nous raccroche et qui nous fait donner du sens dans notre vie et qui nous fait finalement se dire finalement moi je choisis de vivre une vie pleine, une vie pleine de joie et je la fais comme un carnaval en fait. Donc ouais, oui, la vie d'Assoum carnaval. J'adore ta réponse qui en fait parle un petit peu aussi de tu vois ton désir de vie et le fait que tu sois quelqu'un qui soit extrêmement proche et accroché à la vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question que je voulais te poser sur la résilience, mais ça, on en parlera plus tard quand on sera bien lancé, tu vois. J'avais envie de te demander, donc maintenant, aujourd'hui, Élodie, tu es coach. Et je voulais te demander, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé vers le coaching en sachant que tu n'as pas toujours été dans l'accompagnement à la personne. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais aller vers le coaching parce que je sens que c'est pour moi, en fait? Alors, déjà, j'ai envie de dire que la vie n'est pas linéaire et c'est vrai que plutôt adolescente, j'avais pas confiance en moi, j'ai du mal à m'intégrer à l'école parce que très timide, j'osais pas, voilà, me faire, puis je n'étais pas acceptée par les autres. Bon, j'ai subi le harcèlement scolaire aussi et je me suis construit un petit peu plus en étant effacée, à pas oser être moi-même. Et j'ai vécu une vie tout simple en fait. Et ce qui m'a vraiment poussée à être cette femme aujourd'hui que je suis et aller dans le coaching, c'est qu'un jour en fait, je me suis retrouvée dans la rue avec juste 3 valises
et de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais depuis 3 ans dans une relation où je pensais être avec l'homme de ma vie, être la plus rayonnante possible, et finalement je suis éteinte, je n'ai plus rien, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'endroit où aller, je ne sais plus qui je suis et je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivée là. Donc à ce moment-là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Les réponses, je les ai trouvées dans des livres, notamment j'ai compris que j'étais dans une relation toxique avec quelqu'un de manipulateur. J'ai appris ce que c'était que le pervers narcissique. Bien sûr, je me suis fait accompagner par des thérapeutes. J'ai cherché à comprendre, mais l'idée, c'était de me dire, bon, là, j'étais privée de liberté, j'étais heurtée par rapport à un état de sidération où je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, pour moi, il y a un avant et un après Elodie que j'ai été. Je dirais, c'est la fameuse phrase qui fait partie aussi d'un film. C'est, comment dire, le premier jour du reste de ta vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un déclic, il y a une révélation et tu te dis, ça peut plus être comme ça. En fait, ça peut plus être comme ça. Je peux pas juste dire je tourne la page et je passe à autre chose. Moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre pourquoi je suis rentrée dans la manipulation, pourquoi j'ai vécu l'emprise, pourquoi finalement, qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, connaître mes failles. Donc, travailler sur la confiance en moi, travailler sur mes croyances, travailler sur les mécanismes qui finalement m'ont emmené là-dedans. Et j'ai fait un peu ce schéma un peu du combattant toute seule. C'est-à-dire que même en essayant de rentrer dans une association de femmes, d'être de victime aux femmes de violences conjugales, puisque en vrai j'ai vécu la violence conjugale, il y avait des violences psychologiques et autres. Et en vrai, ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est de me dire, je me sens seule, pas toujours comprise par la famille, je me raccroche à des livres, mais c'est long quoi en fait. J'ai juste la soif j'ai l'optimisme de me dire, maintenant j'ai une page blanche devant moi parce que je suis enfin libre de mes chaînes, je les ai rompues et je me dis mais maintenant qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je passe à autre chose et c'est tout? Ou est-ce que je me dis je veux rebondir et je veux me servir de cet élément qui pour moi était un élément comment dire, qui m'a anéanti? Est-ce que je le transcende? Est-ce que je le transforme? Est-ce que j'en fais une lâchenie? C'est-à-dire je rebondis et je deviens la meilleure version de moi-même et je viens transformer cette mauvaise rencontre en finalement la rencontre qui me fait me reposer la question, me dire est-ce que je suis vraiment alignée avec moi-même? Est-ce que vraiment je suis au top de ma version? Et du coup, j'ai préféré me dire cette histoire doit avoir un sens. Cette histoire doit être pour moi celle qui me fait me rebondir. Donc, c'est là qu'en lisant des livres de développement personnel, j'ai commencé à me prendre au jeu. Depuis toujours, j'ai toujours adoré la psychologie et le développement personnel, mais je pensais que c'était pas pour moi parce que voilà, je suis une hypersensible et je me suis toujours dit non, les hypersensibles, bien sûr, peuvent comprendre, mais ils vont en pâtir trop et ne pas être avec une prise de recul. J'avais à peine 30 ans, même pas. Du coup, j'avais déjà changé d'optique puisque j'avais déjà mûri. Et je me suis dit, bon, finalement, ce coaching-là, ce que j'apprends en développement personnel, ça devient vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que non seulement j'apprends à comprendre pourquoi je suis arrivée dans cette histoire, et j'arrive aussi à me transformer, mais aussi j'ai cette envie de le transmettre aux autres parce que je vois que ça fonctionne sur moi, parce que je vois des résultats immédiats, complètement. Et du coup, c'est devenu d'un coup ma mission de vie. Je me suis dit pourquoi pas me reconvertir puisque j'ai le choix d'être actrice de ma vie et de maintenant faire ce que je veux et de rebondir. Et en même temps, me dire, moi j'ai galéré finalement pour comprendre les clés, les rouages de tout ce qui se passait. Et est-ce que je peux pas transmettre ça aux autres? Est-ce que je peux pas faire une synthèse de mon parcours puisque j'ai été une victime et aujourd'hui je le suis plus? J'ai beaucoup plus de force. J'ai carrément, je dirais que je suis passée de la personne qui subit à la personne qui agit, qui est actrice, donc qui n'est plus dans une attente qui se passe des choses de l'extérieur. Donc, j'ai envie de transmettre ça aux autres et c'est pour ça que donc, je me suis lancée dans le coaching. Je me suis formée, j'ai fait ma certification et aujourd'hui, je propose mes services justement
pour aider les gens qui sont dans des relations toxiques, dans l'emprise, dans la manipulation et la perversion narcissique. Ben, franchement, déjà, merci pour ton partage. Merci parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et il y a juste une voiture qui passe, petite voiture, et encore plein, enfin empreint de résilience, comme je le disais juste avant. Donc, on va y venir, du coup, puisque tu veux en venir, on va y venir. J'ai l'impression que ton parcours, il est vraiment échelonné de processus de résilience et de transformation, en fait. Et ce qui, moi, m'a surtout sauté aux yeux, tu vois, quand je t'ai demandé finalement qu'est-ce qui t'a poussé au coaching, c'est vraiment cette envie de comprendre, déjà la première étape, comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour moi, ensuite trouver une solution, du coup, pour finalement, tu vois, faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'en fais, donc aussi trouver du sens. Et parce que j'en ai trouvé du sens et que pour moi, c'est devenu un état d'esprit, le retransmettre aux autres parce que finalement, quelque part, je peux pas avoir trouvé une forme de bonheur, une forme de trésor personnel et le garder que pour moi parce que je pense que le développement personnel, c'est aussi cette notion de partage de connaissances et de partage de façon d'être heureux aussi, parce que c'est aussi ça finalement. Et juste, c'est pour te dire, si je regarde un peu par là, c'est parce que j'ai ma petite feuille et je note au fur et à mesure ce que tu me dis. Et moi, j'ai beaucoup aimé vraiment cette notion de je peux pas juste me voiler la face en me disant j'ai vécu une relation toxique et maintenant je vais faire un petit peu comme je peux et puis je vais continuer ma vie qui me correspond pas forcément sans me poser de questions. Et pourquoi je te parle de résilience? Parce que tu es passé d'une personne que finalement tu connaissais pas tant que ça, à qui tu t'étais vraiment, tu t'étais pas vraiment posé la question de si ta vie te correspondait. Et parce que tu as eu cet événement tragique, après tu vas nous en parler si tu veux bien, peut-être plus en détail, tu t'es dit finalement, cet événement-là qui pour moi a été tragique, qui sur le moment peut-être a été négatif, destructeur, je vais en faire un sens et je vais en faire, si tu veux, le point de départ, le chapitre 1 d'un nouveau livre. Et c'est super inspirant, vraiment, la résilience qui est dans ton parcours et dans ton discours est vraiment bluffante. Vraiment, c'est bluffant. Merci et à toi. du coup, est-ce que tu peux peut-être nous parler de cet événement tragique et à quel moment tu t'es dit, tiens, il faut que je trouve du sens et parce que en fait, si tu vois, enfin, je sais pas si tu veux si tu sais où je veux en venir, mais le truc c'est que la résilience, tu vois, cet esprit de je vais changer les choses et je vais les tourner pour moi en fait, pour que ça soit bénéfique pour moi. C'est pas donné à tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. Et je me dis qu'il y a combien de femmes qui étaient dans ton cas, qui étaient victimes, qui le sont encore aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas trouvé la force ou le courage ou peu importe l'espoir de se dire peut-être qu'il y aurait mieux derrière. Donc, est-ce que si tu avais peut-être un conseil ou peut-être un élément de réponse pour nous dire qu'est-ce qui a fait qu'en fait, tu as pu transformer cet événement et le métamorphoser? Alors, si tu veux, quand on me demandait comment ça va suite à mon histoire, je répondais j'ai décidé d'aller bien. Alors, je ne sais pas si tu vois la différence, c'est pas je vais bien, ouais. C'est en gros je décide. Donc, je suis moteur et je suis actrice. Ce qui m'est arrivé, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas réfléchi à ça, mais c'est grâce à cette histoire que j'ai aussi découvert ma force, que j'ai découvert mes ressources intérieures, c'est-à-dire je pensais que j'étais la petite. Je me voyais encore la petite fille timide qui a vécu le harcèlement scolaire, qui en plus vit quelque chose de monstrueux dans son couple et qui comprend pas ce qui se passe. À un moment donné, je me suis juste dit, mais non, en fait, là, c'est stop, en fait. Tu vas avoir 30 ans. Qu'est-ce que tu veux? Donc, décide. J'ai décidé de partir. C'est vrai que, comme tu dis, beaucoup de gens ne sont pas partis. J'ai pris un concours de circonstances. Parce que en fait ce qui s'est passé, pour la faire courte parce que cette histoire est assez longue et compliquée, en gros si vous voulez mon ex m'a dit en 20 minutes de prendre mes affaires et de m'en aller parce qu'il ne voulait pas, si vous voulez, c'est un ultimatum, parce qu'il ne voulait pas, il voulait prendre le dessus. Je voulais partir après Noël, aller donc passer mon Noël en famille en Alsace. Et du coup, il n'a pas supporté en fait que je lui dise puisque ça ne marche pas, puisque je t'ai tout donné et que tu ne veux plus rien de moi, que tu vois pas tous les sacrifices que je fais, que tu n'acceptes pas qui je suis, que tu veux me changer, que en fait je réfléchissais plus. Je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit écoute, moi je ne peux plus te donner tout ça. En fait, je suis vidée, je suis fatiguée, je ne sais plus qui je suis. Donc c'est stop en fait. Je vais partir, mais je vais partir après, puisque je suis en vacances après Noël.
Et pour avoir le dernier mot, il m'a dit, bah, écoute, tu prends tes affaires, tu t'en vas, tu as 20 minutes, j'arrive. Et il faut que tu sois parti avant que j'arrive. J'ai pas réfléchi et je me suis dit, tu serais peut-être pas parti parce que là, je vous la fais longue parce qu'il y a eu beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de choses pour m'impressionner. Et là, je me suis juste dit, ok, c'est un signe. Tu voulais un signe quelque part pour savoir quel est le moment. Est-ce que c'est le moment propice pour toi? Et là, j'ai décidé que c'était ce signe. J'ai dit, ok, ça, c'est un signe. J'ai 20 minutes pour partir. Il me donne un ultimatum. Eh bien, je vais faire mes affaires comme si de rien n'était. C'est-à-dire, j'ai pris tout et n'importe quoi en me disant, j'ai besoin de l'essentiel, je prends l'essentiel. Et peu importe si je suis ridicule d'appeler mes parents à 1h du matin, peu importe quoi que ce soit, à un moment donné, je me suis dit, c'est stop. Et il arrive en fait dans une peu importe en fait, peu importe le nombre d'années qu'on a avec quelqu'un, il arrive cette étape, tu sais, où c'est la goutte d'eau qui déborde. C'est-à-dire que tu vas subir, tu vas t'adapter, tu vas accumuler les choses et à un moment donné, tu pètes un câble. Tu te dis non, je ne peux pas. Alors après, il peut y avoir des cas plus compliqués parce que ça dépend comment on est structuré aussi pour s'en sortir. Moi, quelque part, j'avais cette foi que j'étais jeune et que j'allais rebondir et que voilà. Mais j'avais la foi déjà de ça et même si j'étais pourtant au 36e dessous, je veux dire, il faut imaginer que j'étais dans un état dramatique, c'est-à-dire de sidération, je ne savais plus qui j'étais. C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans la rue. Vous savez que vous partez, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous ne pouvez pas dire c'est un manipulateur. Ça, vous n'avez pas des mots. Vous n'avez pas des mots ni sur en gros la violence conjugale, les violences psychologiques. Vous n'avez pas de mots là-dessus. Ça, c'est la deuxième violence. La deuxième violence, c'est quand vous apprenez que ce que vous vivez, parce que vous avez vécu, c'est ça. Vous le nommez, vous conscientisez. C'est une deuxième violence. Quand vous avez compris que tous les mensonges depuis le départ n'étaient pas à la réalité, c'est une deuxième violence parce que vous vous rendez compte que le puzzle bout à bout, c'est un mensonge un tissu de mensonges depuis des années. Et comment arriver à la résilience, c'est-à-dire à un moment donné, moi je suis passée par assumer. La première chose, c'est assumer, c'est-à-dire que vous êtes face à des amis, face à une famille, et vous n'avez pas des mots pour expliquer ce qui se passe, parce que vous n'êtes pas encore dans ce schéma d'avoir lu tous les livres, d'avoir tout compris. Donc, vous êtes juste en train d'expliquer ce qui se passe. Et à un moment donné, vous avez juste l'impression de retrouver, moi j'ai retrouvé la pire chose qui était horrible, c'est-à-dire c'était l'impression d'être dans une cour d'école où on te montre du doigt et vous t'expose ce que tu avais caché dans le plus secret, puisque j'en avais parlé à personne de ce qui se passait, vu que le tissu de mensonge, c'était ce qui se passe entre nous dans le couple doit rester dans le couple, sans se rendre compte que finalement vous gardez le secret de la violence conjugale en fait. Donc ça, c'est un aparté, mais en gros, pour revenir, vous avez l'impression d'être dans une cour d'école où tout le monde vous montre du doigt et vous avez le cœur à vif exposé et finalement, vous passez de « je suis discrète, je suis la femme timide, je veux pas qu'on me voit » à « tout le monde vous regarde et tout le monde émet des jugements et tout le monde se dit « merde, mais c'est quoi cette histoire ?» Voilà ce qui s'est passé. C'est que vous passez, je me suis dit « bon, finalement, c'est mon avis, alors je vais assumer, ça fait mal, j'en souffre » et du coup, je l'exprimais dans les mots, dans la poésie en fait, parce que je me suis reconnectée à ce qui était pour moi une de mes créativités qui me permettait de me libérer et d'être juste moi, puisque je couchais mes émotions. La première phase, c'était d'exprimer ce que je ressentais sur ce que j'ai vécu dans la manipulation, et la deuxième phase, c'était de parler à un plus grand public, notamment de vouloir interpeller. Notamment, j'ai fait une poésie sur la violence des mots pour expliquer en détail. Non seulement je parle de mon vécu, mais je m'adresse à tout le monde en fait. Je montre. D'ailleurs, dans mes poésies, c'est là qu'on voit aussi une sorte de résilience d'elle, un concept de j'ai décidé dès le départ, c'est qu'à chaque fois, mes poésies ne sont pas c'est triste, c'est triste, c'est triste. Et à la fin, on sent toujours la femme. Je vais m'en sortir, j'ai la foi, je sais que voilà, vous allez vous en sortir, je vais m'en sortir et tout le monde va s'en sortir. Il y a toujours cette soif derrière. Et ça, je sais pas d'où elle vient. Je pense que je peux pas vous dire que j'ai reçu cet enseignement comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, ok, j'ai tout perdu. Maintenant, j'ai une feuille en face de moi blanche. Je vais écrire ma vie comme je l'entends. Je vais l'enseigner comme je peux en fait. Et donc la résilience,
si tu veux, c'est de finalement, pour moi, déjà d'assumer ma vie. Parce qu'à partir du moment où vous cachez, vous êtes encore un peu dans le déni. Vous n'êtes pas dans c'est ma vie, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je transforme? Parce que la résilience, c'est de revenir à un état actuel, de ce qui était avant. Ben, moi, j'ai dépassé ça. C'est-à-dire que je ne suis pas revenue à avant. J'ai décidé de transformer davantage. C'est-à-dire, je ne voulais pas juste revenir à juste aller bien. Je voulais être une femme confiante, une femme qui sait où elle va, qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et du coup, dans cette quête d'identité, dans cette quête finalement de transformation, j'en suis même arrivée au pardon. Donc, c'est pour te dire à quel point il y a la résilience ne s'est pas juste arrêtée à juste je comprends, je travaille sur mes failles et je deviens juste une personne accomplie. Mais c'est de se dire maintenant, je vis pas du tout dans la rancœur, je vais pas oublier ce qui se passe. Mais je vais me dire finalement merci à cet événement de m'avoir ouvert les yeux sur finalement qu'est-ce que je veux faire de ma vie et comment en fait je veux organiser ma vie. C'est encore une fois une très très belle réponse. J'ai noté plusieurs choses. Je ne sais pas si j'arriverai à en faire quelque chose de concret, de compact. Mais en tout cas, moi j'ai noté que ta résilience, elle avait commencé dès cette nuit-là en fait. Dès cette nuit-là où tu t'es dit puisque l'homme de ma vie me laisse tomber, puisque la personne en qui j'avais le plus confiance, à qui j'avais tout donné, si inconditionnellement me laisse tomber, bah, j'ai quelque part pas le choix de moi ne pas me laisser tomber justement, et du coup de me prendre en main. Et du coup, c'est pour ça que moi je fais tout le temps le lien en fait entre résilience et amour de soi, mais aussi entre résilience et amour de la vie. Parce que à plusieurs reprises, en fait, tu nous parles d'avoir soif, mais d'avoir soif de quoi? D'avoir soif peut-être de la vie, ou peut-être même que cette résilience, ça vient aussi de ta survie, tu vois, de ton corps et de ton esprit qui se dit peut-être que c'est pas l'amour de soi. C'est l'instinct de survie. C'est ça, l'instinct de survie. Peut-être que c'est pas l'amour de la vie, mais en tout cas, il y a un instinct de survie qui fait que l'humain a toujours envie de vivre. Tu vois, même dans les attentats, même dans les incendies, on a toujours cette espérance qu'on va continuer à vivre. Je pense que c'est pour ça qu'on a si peur. Non, pas toujours, parce que si tu veux, tu as des gens qui restent sur un traumatisme, et il y a des femmes qui ont vécu ce genre de violence et qui peuvent se suicider parce que ça a tellement atteint leur estime de elles. Ou alors qui passent à des actes. Par exemple, le cas de Jacqueline Sauvage, c'est qu'à un moment donné, elle savait pas comment s'en sortir. Si tu veux, il y a tout un truc, un processus où, à un moment donné, tu passes dans un truc où, sinon, quand tu agis, c'est de l'autodéfense et forcément, c'est pas forcément ce que tu aurais aimé au vrai. Donc, ça peut aller dans des choses, on va dire, dans des crimes ou des choses comme ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la résilience. Oui, ce jour-là, moi, c'est un élément déclencheur, mais je pense que j'aurais pu choisir aussi de juste soit de pas partir, j'aurais pu choisir autre chose. Je pense que ce que je te dis, c'est juste cette histoire de goutte d'eau où à un moment donné, tu te dis, en fait, si je reste, je sais plus comme je sais plus qui je suis, je sais pas ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être ce besoin de me retrouver, de me dire en fait je me reconnais pas, ce besoin-là que je me suis dit qu'est-ce qui se passe, je veux me reconnecter et je me suis dit en fait quitte à perdre l'homme de ma vie, juste pour être juste 2 secondes moi-même, j'ai besoin de partir. Oui. Et je sais pas si toutes les femmes, je voudrais pas parler en leur nom et je sais pas si toutes les femmes, si tu veux, si toutes les femmes passent par ce stade-là, parce que tu peux aussi passer par le fait de se dire en fait, il a raison, je suis naze et je vais pas rebondir. Mais moi, tout de suite, j'ai cru que j'allais rebondir. Je me suis dit, je décide. Quand je te fais un retour, je parle vraiment de toi, tu vois. Donc, je vais pas parler au nom des autres femmes, je parle vraiment dans toi. En fait, j'essaie de rentrer, on va dire, dans ton processus interne et j'essaie de comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est joué. C'est pour ça que, justement, je voulais revenir sur cette notion de goutte d'eau dont tu nous as fait part tout à l'heure. Et tu me dis, en fait, et quand t'en parles, tu dis, oui, mais en fait, pour moi, le fait qu'il veuille encore une fois avoir le dernier mot sur moi, pour moi, ça a été la goutte d'eau, ça a été la limite. Et justement, et t'as très juste, t'as tout à fait raison quand tu nous dis, mais finalement, la goutte d'eau, pour certaines femmes, elle arrive jamais. Parce que toi, ce que tu vas considérer comme étant une limite, comme une goutte d'eau, pour d'autres femmes, elles vont se dire, en fait, pourquoi pas une fois de plus, en fait. Et pour autant, la goutte d'eau, elle peut être très différente chez différentes personnes. Voilà, on peut le vivre, mais on peut le vivre à des années différentes,
selon en fait notre quota de ce que l'on peut supporter. Il faut savoir que j'ai supporté beaucoup, mais à un moment donné, je me suis juste dit non, je comprends pas. Et peut-être ce besoin de comprendre en fait, de ce besoin de contrôler aussi la situation, à un moment donné, de se dire en fait non, je me reconnais pas cette femme qui est rentrée dans cette relation, puisque je ne suis plus celle-là qui est heureuse et satisfaite, puisque je pleure tous les soirs, puisque j'ai peur, puisque finalement je vis dans l'insécurité la plus totale. Donc je crois que la résilience, elle est arrivée pour moi parce que à ce moment-là, comme je te dis, il y avait un point de non-retour. Et peu importe, hein, je me suis fait harceler, il y a eu beaucoup d'épisodes ensuite parce qu'il a essayé de me récupérer, et il a essayé de m'impressionner, il a essayé de me détruire. D'une autre façon, parce que j'avais pris ma liberté, mais je suis restée dans ce cap. Et ce qui est important, et si j'ai un conseil à donner à toutes les femmes, c'est que vous savez que vous êtes vulnérable. Moi, je le savais quand j'étais dans la rue et qu'il se pointait, je savais que j'étais vulnérable. Le seul conseil que je leur donne, c'est que choisissez-vous. Choisissez-vous parce que, en fait, à un moment donné, vous êtes seul. C'est pas vos parents, c'est pas la famille, c'est pas vos amis. C'est vous qui décidez. C'est pour ça que le mot décider est important. C'est vous qui décidez de se dire oui, il va m'harceler, oui, il va me faire du mal, ou oui, il connaît mes failles et je suis encore déstabilisée parce que quand je vous parle de ça, c'était juste un mois après ma rupture, donc j'étais encore sous l'effet de la compréhension de qu'est-ce qui s'était passé, donc j'arrivais pas à mettre des mots partout. Et donc oui, vous êtes fragile, mais continuez à vous dire que, en fait, si vous décidez, vous verrez qu'il le comprendra. Parce que finalement, j'ai juste répété 3 ou 4 fois la même phrase, textuellement, tu ne m'as pas respecté. Je t'ai tout donné, tu n'as pas compris, maintenant c'est fini. Je ne veux plus. Tu n'as pas compris tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai répété ça 4-5 fois. Il est parti. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, comme il voit que vous n'êtes plus sous emprise parce que vous avez décidé, vous voyez ce que je veux dire ? Il voit que vous n'êtes plus infiançable. Et pourtant, il voit que vous êtes fragile. Il le voit. Mais il voit aussi que votre discours n'est plus le même. Et ça, c'est important. Ce que j'ai à vous conseiller, c'est important, c'est de vous raccrocher et de vous dire, non, en fait, derrière, là, je vis un moment très difficile, mais derrière, il y a la future vie. Celle que je peux mettre en action. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que l'instant T est toujours très difficile, peu importe ce qu'on vit. Tu parlais d'attentats, etc. L'instant T, je pense, quand tu as vécu quelque chose de très compliqué, mais je me raccroche à ce que je dis par rapport à mon histoire, mon instant T était compliqué, mais je voyais que derrière, ce qui était plus important, c'est déjà que j'avais retrouvé ma liberté et que d'avoir cette liberté, je pouvais construire derrière le chemin de vie qui aujourd'hui est ce qu'il est pour moi. Ta réponse, elle est. Je ne sais pas si c'est une réponse assez compréhensible pour toi, mais je pense que c'est compréhensible pour toutes celles qui passent par là et qui sont passées par là, cette notion de je vais pas bien à l'instant T, je suis fragile, je suis perdue. Mais il y a quelque chose de plus fort que moi qui fait que je vais me choisir parce que je me sens seule, en fait. Et ton conseil, il est très bon. Et c'est pour ça que pour moi, ça sent l'amour de soi, tu vois, qui sous-tend. Et d'ailleurs, pour moi, le fait que tu t'aies choisi, ça commence aussi quand tu nous dis finalement, j'ai décidé d'assumer mon histoire. Parce que, en fait, à partir de là, tu prends possession de quelque chose qui ne t'appartenait pas ou en tout cas qui ne semblait pas t'appartenir. Et à partir du moment où tu choisis d'être la risée de tout le monde, de ta famille, de tes amis, parce que ça t'est arrivé, tu choisis aussi de prendre ta liberté et de prendre aussi ta responsabilité sur ce qui s'est passé, en bien comme en mal, tu vois. Et de dire finalement à haute voix, oui, il m'est arrivé ça, c'est bien, c'est mal, c'est tragique, c'est tout ce que tu veux, mais aujourd'hui, il m'est arrivé ça, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais moi, je vais me choisir parce que je vois l'horizon. Et tout à l'heure, tu me parlais de cette soif qu'il y a derrière de plus. Et c'est pour ça que moi, je parle encore une fois de désir de vie, parce que cette soif de plus, cette soif de s'apporter quelque chose de plus beau que ça, de peut-être plus joli que ça comme vie, en fait, comme suite à notre histoire personnelle. Moi, je l'associe au désir de vie en général, tu vois, le désir de vivre, en fait, de s'accrocher à la vie. Et je trouve que c'est un beau conseil. Un peu l'instinct de survie dont on parlait tout à l'heure aussi, parce que à un moment donné, si tu veux, quand tu es allé au plus bas, que souvent tu utilises le mot misérable, mais quand tu es plus bas, que tu es misérable et que finalement tu as tout perdu et que finalement tu as juste devant toi l'horizon et dire parce que maintenant
je suis allée au bout du bout, je ne peux que rebondir. Et souvent, les gens qui se sont accomplis, c'est quand ils ont vécu ce drame, peu importe lequel drame c'est de vivre un truc où tu as tout perdu, où tu sais plus où t'en es, et tu dis, bon, ok, ben maintenant, finalement, vu que j'ai tout de l'avenir devant moi et vu que je suis allée au plus bas, ça te crée cette soif, en fait. Si tu veux, je pense que c'est un mécanisme humain qui te dit, et souvent les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont soit vécu quelque chose de dramatique dans leur enfance, ils ont dit ok, bon bah maintenant que j'ai vécu ça, je vais le transformer, je vais faire ça, ou alors là à un instant T, ma vie ne sera plus comme avant, parce qu'en fait quand tu vis un trauma, ta vie n'est plus comme avant. Bien sûr, mais tu vois ça. Ouais. Moi, tu voulais continuer ta phrase? Non, je voulais juste dire que elle est plus comme avant, et c'est à ce moment-là que t'es dans le moteur, et quand t'es dans le moteur, tu te choisis, parce qu'à un moment donné tu vas mourir. En fait, il faut le dire. Parce que quand ton âme est éteinte, quand tu ne t'aimes pas, quand tu te sens mais au plus bas, au plus mal, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, assumer pour moi, c'est la première chose que je conseillerais aux gens, c'est assumer en fait. Parce que peu importe ce que vous avez vécu, vous ne pouvez pas demander à une personne de comprendre tout en fait, puisqu'elle n'est pas passée par là. Et j'ai choisi cette part-là, de me dire, ma famille, mes amis ne comprendront jamais ce que j'ai vécu. Et c'est OK. C'est OK parce que c'est mon histoire. Peut-être qu'il y a des choses que je vais garder pour moi intimement et que finalement, ça m'arrange aussi de ne pas les dire. Et aussi peut-être que finalement, pour sortir de cet état de victime, bah, il faut assumer. Parce que ça veut dire que tu restes plus la fille à plaindre. Tu restes plus celle qui comment dire? Ta posture change. C'est ça. Tu te dis, bon, bah, parce que j'ai assumé, puisque maintenant, je vous ai tout dit et que c'est pas agréable, mais voilà. Finalement, maintenant, on passe à autre chose, en fait. Je suis en train de rebondir. Là, je mets des actions en place. J'ai juste eu besoin, pour être honnête, de vous dire ce qu'il en est. Mais à chaque fois, chercher d'être validée par les autres, en fait, ça ne me rendait pas service. Ça me faisait pleurer plus qu'autre chose. Donc, ce moment-là, j'ai décidé d'accepter que les gens ne pourraient pas comprendre. Il y a une autre chose dont on n'a pas forcément fait mention dans la résilience et dans l'instinct de survie aussi, tu vois, cette envie de changer quelque chose et de se donner mieux, de se donner une suite en étant libre. C'est ce que toi, tu as trouvé, et je pense que c'est ce qu'on trouve tous aussi comme solution pour transformer ça, justement, c'est de trouver du sens. Et toi, tu nous dis que tu as commencé à finalement vouloir t'exprimer. Donc, toi, tu l'as trouvé dans la littérature, mais on peut aussi le retrouver dans la musique, dans la photographie. Exactement. La photographie, dans plein de choses, la danse, peu importe. Et en fait, tu vois, cette idée de... En fait, il y a deux notions. En fait, tu as trois notions. Tu as la notion de survie. Je vais mourir, il faut que je me raccroche à quelque chose. Si c'est pas l'amour de moi, alors c'est l'amour de la vie. La deuxième chose, c'est le fait de toucher le fond. Je peux pas aller plus bas, donc je ne peux que évoluer, tu vois. Et la troisième chose, c'est le sens, tu vois. C'est cette idée que je suis au fond du fond du fond. Je veux même pas me lever, je peux pas manger, je comprends rien, je veux plus parler. Donc, il faut que je trouve du sens. Et souvent, ça passe par quelque chose qui est pas... tu vois, c'est pour ça que l'art, c'est souvent ce qu'on choisit. Parce que l'art, c'est une façon de dire ce qu'on ressent sans vraiment mettre de mots. Quand tu peux pas mettre de mots ou forcément sans avoir de personne à qui parler, quand tu n'as pas de personne qui te comprend ou quand il y a pas de personnes aptes et compétentes à t'écouter, parce que c'est lourd à écouter, tu vois, les histoires de violence conjugale, de douleurs profondes, de trahison existentielle. Et du coup, l'art, c'est une bonne solution, je trouve, pour transcender ça, justement, tu vois, pour à la fois exprimer ta douleur, mais en même temps en faire quelque chose de beau et en faire quelque chose qui a du sens, en fait. Exactement. La première fois où je me suis connectée à ce sens-là, c'est quand, tu as raison, c'est quand j'ai écrit mon livre, donc Les Fleurs de la Liberté. Donc vous comprenez bien derrière le titre le mot liberté qui est assez fort, et les fleurs c'est ce qu'on récolte, ça, c'est aussi le printemps, c'est le renouveau, c'est tout ce qui pousse, qui germe. Donc effectivement j'ai voulu transformer les fleurs du mal, le côté tragique, un peu noir de Baudelaire, hein, justement, cet optimisme qui me caractérise. Et oui, je suis vraiment d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. Et d'ailleurs, c'est ce que je propose dans mes ateliers avec mon association Le Moi Profond. En fait, c'est des ateliers donc de développement personnel créatif où justement on travaille à travers des supports. Ça peut être du collage, ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture, ça peut être
de l'écriture et on retravaille toute cette sensibilité, toutes ces choses qu'on peut exprimer autrement pour se connaître davantage, travailler peut-être sur la confiance en soi à travers ce qu'on exprime et aussi ses émotions. Et moi, ça m'a permis de me libérer dans mes émotions. Ça m'a permis, en fait, vous savez, quand on crée, on produit quelque chose qui est physique. Donc, en fait, ce n'est pas que de l'âme, c'est pas juste des réflexions, c'est pas juste des paroles, en fait. À la fin, quand j'ai fini mon poème, par exemple, il s'était passé un détachement. C'était sur une page. C'est tout un processus, si tu veux, de réflexion, mais qui sort de toi. Et à partir du moment où j'ai totalement publié ce livre, il y avait déjà une part de moi, donc c'était genre, on va dire 2 ans après, une part de, ça y est, mon histoire, j'ai fait le tour, je l'ai nommée, j'ai mis des mots, je l'ai transcendée parce que la poésie, c'est aussi quelque chose de beau. Ouais. C'est-à-dire, tu peux choisir des mots pour le sublimer, tu peux choisir de... J'ai pu parler de la violence des mots, j'ai pu parler de violence conjugale, mais si tu veux, de le transformer. Et en le transformant, donc ça peut être, il y a des artistes qui peignent, par exemple. Quand tu transformes ça et que tu le mets dans la matière, tu fais de la musique, peu importe, en fait, tu te rends compte que c'est à l'extérieur de toi. Et tu peux être créatif dans différents domaines parce qu'en fait, si tu montes une entreprise ou si, je ne sais pas, tu crées une association ou bref, tu fais quelque chose qui a pour toi un sens d'un coup et qui se détache de toi, alors là, tu es déjà sur pour moi, sur ce chemin de résilience, c'est de vraiment commencer à prendre du recul avec son histoire, le détacher et en faire quelque chose. Ouais. Et en plus, pour un lien public, parce que quand les gens font des associations ou une entreprise, ou moi, comme par exemple le coaching, quand ça m'est arrivé, cette idée de transmettre et d'aider les autres, là, déjà, il y avait un sens qui sortait de mon histoire, mais qui était aussi rallié à une histoire commune, en fait, avec d'autres gens. Ouais. Et du coup, le fait de donner du sens, ça te propulse encore plus dans ce qu'on disait avant, c'est-à-dire je ne suis plus victime, mais je décide d'en faire quelque chose. Parce que si on prend par exemple le cas des associations où finalement il y a des personnes qui ont vécu des choses incroyablement tragiques et qui en font quelque chose qui du coup, tu vois, c'est une forme de projet, de processus qui sort de toi. Tu l'as très très bien expliqué, hein. Et du coup qui te met aussi une distance entre ce que tu as vécu et du coup c'est plus vraiment subjectif, tu vois, c'est quelque chose qui devient objectif et qui touche les autres et en même temps ça te propulse dans une posture où bah tu es la personne qui par son événement tragique en a fait quelque chose de physique, de partageable avec lequel on peut connecter et puis en même temps tu vois il y a cette posture de bah je m'en suis détachée et du coup je suis plus seulement ça en fait parce que oui. Ça un truc c'était quelque chose complètement. Je voulais absolument t'en parler, c'est cette notion aussi quand tu es victime de quelque chose, ça peut être plein de choses, ça peut être la maladie, ça peut être t'as perdu un enfant, ça peut être les violences conjugales, plein de choses. Souvent, t'es ça. T'es la femme qui a été battue, t'es la femme qui a perdu tu veux dire l'étiquette? L'étiquette. Mais c'est pas juste une étiquette, tu vois, c'est vraiment... et c'est un peu, tu vois, aussi... j'allais dire le danger, mais le danger des autres surtout, parce que quand tu veux t'exprimer et que les gens avec qui tu t'exprimes sont pas forcément compétents pour comprendre ce que tu traverses, et je pense aussi que bah, tu as dû le voir aussi dans ton parcours, tu nous en diras un peu plus si tu veux, mais tu es souvent étiqueté comme que ça. Et c'est important aussi, tu vois, de créer du sens et peut-être créer quelque chose de physique parce que ça te permet justement, comme tu l'as dit, d'en sortir et de plus être juste ça, d'avoir créé ça, tu peux le laisser de côté et puis après de poursuivre ta vie en fait. Oui, et si tu veux aussi un petit truc que je voudrais rajouter par rapport à ce que je te disais, quand j'ai fait mon livre, en fait mon livre, c'est mon histoire ne m'appartient plus. Parce qu'à partir du moment où tu la mets sur l'espace public, c'est pas juste toi avec toi en fait. C'est-à-dire que d'autres femmes peuvent se retrouver dans ton histoire. Ça peut être des textes militants, ça peut être des textes qui peuvent être pris pour des prises de conscience. Donc, en fait, ce sens devient un sens commun et pas juste ton sens propre à toi. Et ça, c'est important aussi. C'est comme une musique, en fait. Tout le monde va pleurer sur une musique d'amour ou chanter cette chanson en s'identifiant. En fait, à un moment donné, c'est ça, je pense, que tu voulais dire dans l'art, c'est qu'à un moment donné, chacun peut s'approprier et du coup, ça ne t'appartient plus. Et donc, du coup, ta souffrance, finalement, c'est pas que la tienne, en fait, puisque d'autres peuvent comprendre. Ouais. Donc, c'est encore différent. Mais moi, ça m'a fait, ça m'a libérée et ça m'a transformée. Et effectivement, après,
Après, c'est plus le coaching après qui a été vraiment la quête de sens. C'est pourquoi. Donc aujourd'hui, je suis coach en harmonie relationnelle. Donc j'aide toute personne coincée dans des relations compliquées à identifier donc déjà la relation toxique, à comprendre les mécanismes et adopter la posture adéquate pour s'en préserver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement aujourd'hui, tu vois, tout cet apprentissage, je me dis, en fait, mon histoire a du sens puisque aujourd'hui, j'aide les personnes qui, elles, ont vécu ces relations toxiques. Et moi, j'ai perdu du temps à courir partout, à essayer de lire des livres et tout. Aujourd'hui, je peux arriver avec des séances, avec mon expérience et tout ce que j'ai pu apprendre aussi avec les outils de ma formation, arriver à leur dire, voilà, maintenant, il y a des clés, en fait. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Parce que c'est vrai que, les associations, souvent, ils sont dans l'urgence. Est-ce que vous êtes encore dans le couple? Est-ce que vous êtes encore en train de subir ces violences? Et donc, essayez de vous extirper de là. Effectivement, après, il y a des suivis plus ou moins psychologiques. Mais souvent, si vous n'avez pas été, entre guillemets, femme battue, il y a ce sentiment de, c'est pas au premier plan. Et c'est vrai qu'à un moment donné, oui, mais il faut quand même qu'on soit écouté. Il faut quand même que... Parce que si vous sentez qu'il n'y a pas vraiment une écoute et qu'il n'y a pas de travail personnel là-dessus, comment vous voulez vous exprimer? Souvent, ce sont des femmes qui ont été dans le secret aussi. Je l'étais moi-même dans le secret. Donc déjà, commencer à libérer la parole, c'est déjà difficile quand on n'a pas été écouté. Et si en plus, c'est un peu difficile d'en parler, c'est pas toujours évident. Alors effectivement, je pense que des séances de coaching donc personnalisées permettent vraiment à la femme d'être en lieu sécure et se dire, OK, déjà, j'ai quelqu'un qui est là. Des hommes aussi. Comment? À la femme ou à l'homme. Oui, tout à fait. Oui, c'est parce qu'on parlait des associations de femmes. Oui. Effectivement, à l'homme aussi, de se dire, oui, bien sûr, il y a des hommes qui vivent des relations toxiques, évidemment. Je veux dire, il n'y a pas de sexe à ça. Mais c'est vrai que pour le coup, d'être en face de quelqu'un qui non seulement a déjà vécu ça et qui s'est déjà posé les problématiques, mais qui en est sorti et qu'aujourd'hui devient aussi quelque part un modèle, quelque chose. Ouais. C'est important d'être source d'inspiration pour les gens parce que ça leur prouve aussi que c'est possible. Et moi, je pense que c'est ça aussi mon message, c'est de se dire c'est possible. La preuve en image, quoi, la preuve vivante un peu. Non, mais c'est ça, mais je pense que c'est comme toute personne qui se spécialise dans, je sais pas, par exemple, toi, experte en amour de soi, c'est que ton apprentissage intérieur, en fait, de ton chemin, tu as envie de le transmettre, tu as aussi envie de dire aux gens, moi, je sais pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai un peu tout appris, tout expertisé à l'intérieur. Et ça, je pense qu'on est meilleur, en fait, dans ce qu'on a le plus connu, en fait, dans ce qu'on a été le plus... je veux dire, quand c'est tellement de douleur, quand c'est tellement de questionnements, je veux dire... Et ça sort de nos tripes, donc forcément, on est les meilleurs là-dedans, puisque ça... Et encore, le quête de sens est complètement là-dedans. Puisque ça a un sens pour nous, puisque c'est quelque chose qui sort de nos tripes, donc forcément, on est le meilleur là-dedans. Exactement. Et juste pour une dernière chose par rapport au sens, puis après, je vais te poser une dernière question qui, pour moi, est très importante. Par rapport au sens, tu vois, c'est marrant parce qu'on a parlé de donner du sens, on a parlé de transcender, on a parlé de mettre aussi à l'extérieur de soi, mais donner du sens, c'est aussi donner raison. Et je voulais juste l'expliciter parce que c'est différent, tu vois, de dire c'est un événement tragique, pervers, narcissique. Et quand tu donnes du sens, tu donnes raison à l'événement de le dire, à l'événement d'avoir été. Et c'est ce qu'on a dit, en fait, pendant toute notre interview. Parce que c'est comme tu dis, finalement, cette relation, j'ai marqué, grâce à cette histoire, j'ai découvert ma force. C'est ce qui t'a permis de découvrir ta force, de te découvrir douée en poésie, mais aussi d'être compétente pour aider les autres, pour accompagner les autres. Donc, du coup, pour devenir qui tu es aujourd'hui. Et vraiment, donner du sens, c'est aussi donner raison à ce qui n'est pas forcément évident ou naturel d'avoir été et d'avoir existé dans le passé. Maintenant, ma dernière question, c'est finalement, Élodie, quelle femme es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tu as totalement changé, tu n'es plus du tout la même, ou est-ce que tu as évolué? Quelle histoire, en fait, quel mot tu mets sur qui tu es aujourd'hui et quelle femme c'est Élodie Bastien aujourd'hui, en fait? Alors, je te l'ai déjà dit quelque part dans le début. Je pense qu'il y a deux personnes en fait. Il y a celle d'avant et celle d'après. Mes proches, ma famille, enfin les gens qui me connaissent depuis petite,
ne me reconnaissent pas. C'est-à-dire que la petite fille Elodie, là, de faire une interview, ça aurait pas été normal. Hein. Enfin, il faut imaginer assumer, parler de soi comme ça. Voilà, j'arrivais pas à réciter mes poésies à l'école ou faire mes oraux. J'étais incapable de faire ça. Donc, qui je suis devenue? Je suis devenue, je pense. Tu sais, tu parles souvent de chercher à être une femme de valeur. Moi, je me suis rendu compte en fait que pour être une femme de valeur, c'est un peu ce que je te disais, ne plus être en réaction, mais être dans l'action. C'est-à-dire ne pas attendre qu'un événement t'arrive dessus pour dire bon, je vais ajuster comme ça. Mais je me suis dit bon, il m'a fallu cet événement pour finalement devenir cette femme, mais je veux que ça perdure. Donc, du coup, je suis toujours cette femme actrice de ma vie, cette femme qui cherche à s'accomplir, qui cherche à toujours vivre ses rêves, en fait, à atteindre ses objectifs qui me sont propres à moi-même. Donc, aujourd'hui, je suis cette femme qui... c'est comme si... Moi, ça me brûle les lèvres. Hein. Excuse-moi de te couper la parole, oui, mais j'ai la sensation que t'es un peu... t'es la même, mais t'es un peu née de nouveau. C'est-à-dire que t'es la même Élodie, il y a les restes, il y a la créativité, la sensibilité, mais c'est comme si t'étais née de nouveau, en fait. Tu vois, comme s'il y avait une seconde alliance. Renaissance, oui, c'est ça. Renaissance, oui, c'est une renaissance. D'ailleurs, oui, mon livre finit par ça, en fait, cette phrase-là. Puisque le poème, c'est ma naissance, ta naissance est une renaissance. Donc, quand mon neveu est arrivé, j'ai symbolisé la naissance, en fait, cette arrivée, cette attendue de ces 9 mois d'attente, en fait, de cet enfant-là. En même temps, moi, ma renaissance. Et du coup, qui finit par le titre qui utilise le mot les fleurs de la liberté, et tu obtiendras les fleurs de la liberté. Pour moi, oui, c'est une renaissance complètement. Et j'ai envie de dire, j'aime la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour ça que peut-être ça va être choquant, mais il faut avoir de la gratitude aussi pour nos pires moments, parce que si on a, oui, je sais. Quand c'est choquant, bon, ça, c'est pas trop choquant non plus, tu vois. Mais dire merci finalement à des mauvaises rencontres. Étonnant, je dirais. Surprenant. Faut passer à un certain cap pour se dire bah oui, merci, parce que finalement j'étais pas cette femme-là. Je me suis donné cette possibilité finalement de transformer, parce que on a toujours notre part d'action évidemment, mais je me dis oui, bah oui, j'ai de la gratitude finalement de ne pas avoir eu que des choses tout roses, parce que finalement dans ces choses aussi toutes noires, j'ai réussi à me dépasser et à connaître ma force, et ça c'est important. Je pense que j'aurais pas accédé à ça de cette façon-là. Parce que ça a été extrêmement brutal. C'est bien, j'aime bien quand tu dis finalement de cette façon-là, parce que tu remets pas tout sur l'événement. C'est vraiment moi personnellement, Élodie, j'aurais pas accédé à ça de cette façon-là. Ça veut vraiment dire en fait que c'est pas l'événement en lui-même qui m'a transformée, c'est moi qui, dans l'événement en lui-même, me suis transformée au gré de ce qui s'est passé en fait, mais par ma propre action. Exactement. Et c'est pour ça que mon message aussi, c'est il y a celles qui ont vécu, celles qui sont dedans, et celles aussi, on peut informer, on peut expliquer, on peut être en préventif de qu'est-ce qu'une relation toxique, qu'est-ce qu'une relation saine, qu'est-ce que la manipulation, quels sont les mécanismes en amont. Donc, si tu veux, pour moi, j'interviens, mais donc lors d'une reconstruction et pendant, pour aider une personne, parce que c'est pas attendre d'être au plus bas dans la relation. C'est à un moment donné dire ça ne va pas, on peut encore partir et on peut ne pas arriver au point d'être complètement au plus bas. On peut partir avant aussi. Donc si tu veux, oui, on n'est pas obligé de vivre complètement ces événements. Moi, je l'ai vécu. Bon, c'est devenu ma mission de vie et je l'accepte telle qu'elle, et tant mieux, parce que c'est aussi une façon pour moi de rebondir. Mais je veux aussi faire comprendre aux gens qu'on peut être acteur avant de vivre des drames, en fait, si c'est possible. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Après, j'ai l'impression quand même que c'est vachement tendance commune, tu vois, d'attendre le dernier moment. Je sais pas si c'est humain, je sais pas si c'est tout le monde qui fait ça, mais tu vois, il y a encore une fois une forme de donner. Bonne question. Même dans la tragédie, hein, tu vois, c'est comme si finalement, parfois on attendait que ça crame, que la poêle elle saute, parce que on a besoin d'attendre le moment T pour partir. Comme si finalement, parce qu'au fond, quand tu sais que tu es dans une relation qui fonctionne pas, tu sais pas encore si c'est vraiment hyper toxique au point que vraiment il faille couper les ponts. Parce que c'est vrai, c'est aussi ce qu'on nous dit. On nous dit souvent, oui, une relation, c'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours tout comme ci, comme ça. Et du coup, je pense que aussi ce qu'on nous dit, ça forge aussi
cette tendance à attendre. Et quand on se fait prendre, bah là, on n'a pas le choix, donc on part. Donc, tu vois aussi, peut-être bon, après, on va pas commencer à dire nous sommes dirigés par je sais pas quoi, mais tu vois, mais t'as comme cette tendance de comportement qui fait que on n'est pas tout le temps libre de tout, mais que quand on va mourir, bah là, c'est là qu'il faut agir quelque part. Alors qu'en fait, on peut agir dès le début. Oui, parce qu'on a accès directement à notre instinct de survie. Et cet instinct de survie, c'est de se dire, qu'est-ce que tu prends comme décision? Qu'est-ce que tu fais? En fait, là, hop, t'es dans l'action. Alors que tant qu'on n'a pas l'urgence, le rouge qui s'allume, bah finalement, on va attendre, on prend la... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le fait d'être face à ce danger imminent, puisqu'à un moment donné, ça devient imminent. Et ben, tu te dis, là, je sors, là, je pars. Et ce point de non-retour, je pense que c'est ça. Mais est-ce que c'est totalement humain? Je crois que oui, c'est une caractéristique humaine. Je pense. Après, je n'ai pas encore vraiment totalement lu sur ce sujet pour te dire. Ok, est-ce que tu aurais un dernier mot peut-être pour cette fin d'interview? Résilience, choisir, renaissance peut-être? Qu'est-ce que couleur. je pourrais dire? Comment? Une couleur pour cette fin d'interview. Une couleur. Je sais pas. Une couleur, très intéressant. Là, tu touches à mon côté artistique. Oui, j'avoue que là, je copie un peu. C'est pas de moi. Couleur. J'ai un mot, tiens, comme dans mes fins de site. J'aime bien dire les mots. Authenticité. Je pense que quand j'atteins mon authenticité, c'est là où j'étais plus alignée. Comme je vous ai dit, tu peux avoir honte de ton histoire, tu peux te sentir pas comprise, mais en fait, tu es authentique. Donc, tu l'as vécu, tu l'as pas vécu. Mais moi, mon authenticité, ça m'a beaucoup permise de me dire oui, je suis comme ça, oui. Là, aujourd'hui, devant vous, j'assume totalement ça. Mais je pense que c'est aussi le départ d'une belle vie. Parce que finalement, être authentique, c'est assumer, c'est l'amour de soi, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que tu assumes ton côté d'ombre comme ton côté de lumière. Ouais, tout à fait. Et en fait, on n'est ni tout noir ni tout blanc. Il y a aussi des niveaux de gris, tu vois. Et donc, du coup, la couleur pourrait être le gris. Je n'aime pas cette couleur, mais ça va être le gris de l'association, voilà, du bien, du mal, le yin, le yang et de tout ça. Donc, soyez authentique, assumez vos parts d'ombre comme vos parts de lumière, parce que montrer toujours sa part de lumière, tout le monde le fait. Mais en fait, on est aussi très fort quand on montre aussi notre part de vulnérabilité. Et juste pour parler un peu, pour faire référence à l'esthétisme, à la beauté, parce qu'on parle aussi d'amour de soi, moi j'adore, tu vois, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, les femmes qui sont dans le courant qu'on appelle du body positivisme. Ce sont toutes ces femmes qui sont mères, donc ont des vergetures, ont des kilos en trop, donc elles s'assument, ont des problèmes de peau, mais elles s'assument, ont des maladies, mais elles s'assument. Et finalement, quand on comprend que être authentique, ça peut aussi être une forme de code de la beauté, que ça peut être une nouvelle beauté, un nouveau regard sur soi, je pense que là, on est sur une perspective de s'accepter vraiment, tu vois. C'est ça. Dans un monde où l'apparence compte beaucoup, finalement, l'authenticité, c'est aussi avoir du charisme. Parce que quand tu dis, en fait, moi j'ai vécu ça, mais tu vois, aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème, ou même j'ai encore du travail à faire sur la confiance en soi. En vrai, assumer ça, waouh, quelle vulnérabilité, et en même temps, quel charisme, parce que tu montres au fait que tu peux être vulnérable et en même temps, assumer totalement ça, c'est assez fou. Donc, osez être vous-même, osez montrer votre part d'ombre et surtout, surtout, prenez soin de vous. C'est vraiment, vous êtes votre plus belle personne, votre meilleure amie et prenez-vous par la main et décidez de... C'est ça. Voilà. Ok, bah écoute, merci Elodie d'avoir accepté cette interview avec moi. C'était j'ai adoré. Et voilà, laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas. Peut-être des questions aussi à poser à Elodie. Elle vous répondra sous cette vidéo. Laissez-nous un pouce bleu et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en savoir plus sur cette chaîne qui parle d'amour de soi. Très bien. Merci à toi, Chloé. Et à bientôt tout le monde. Au revoir.